Elle m'a habillé comme une parente pauvre pour briller à son mariage de milliardaire, mais lorsque le marié a arrêté la cérémonie, a révélé ses mensonges et s'est agenouillé devant moi avec les clés du manoir. Toute la foule s'est figée. Elle m'appelait la sœur pauvre. Je me tenais au dernier rang du mariage à $1 million de ma sœur, portant une robe qu'elle avait littéralement achetée dans une friperie pour me faire passer pour le cas social de la famille. Elle voulait que tout le monde me plaigne. Elle ne savait pas que le marié avait déjà découvert qui avait tout payé. Ma sœur aînée, Valérie, avait toujours traité la vie comme un sport de compétition où le seul prix acceptable était la supériorité absolue. Ayant grandi dans une maison de classe moyenne à Portland, en Oregon, elle a passé son adolescence à cultiver une illusion de richesse. Elle collectionnait les sacs de créateurs juste pour y mettre ses vêtements de sport, utilisait au maximum les cartes de crédit de nos parents pour des chaussures qu'elle ne pouvait pas se permettre, et s'entraînait à un rire faussement aristocratique devant le miroir de la salle de bain. Moi, en revanche, j'étais la discrète. J'étais Harper, la pragmatique, la codeuse, la fille qui préférait la lueur d'un écran d'ordinateur au flash d'un objectif d'appareil photo. Au moment où Valérie a déménagé à Los Angeles pour se frayer un chemin vers le sommet, j'étais plongé dans mes études en informatique. Nos chemins ont divergé radicalement, mais si vous demandiez à Valérie, elle était l'incontestable réussite de la famille Grayson. Son couronnement est arrivé lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles avec Nathaniel Reed. La famille Reed n'était pas seulement riche. Ils étaient la richesse générationnelle de Newport, Rhode Island. Nathaniel était le PDG d'une énorme société immobilière commerciale, un homme dont le nom de famille était affiché sur des ailes d'hôpitaux et des bibliothèques universitaires sur toute la côte est. Pour Valérie, il n'était pas seulement un partenaire. Il était l'acquisition ultime. Le problème a commencé dès le début de la planification du mariage. Les Reed, liés par la tradition et un snobisme subtil mais écrasant, s'attendaient à ce que la famille de la mariée contribue à l'événement extravagant. Mes parents, Ricky et Béatrice, étaient retraités et vivaient avec un revenu fixe. Ils ne pouvaient pas se permettre les arrangements floraux tentaculaires que Valérie exigeait, et encore moins la facture de 50 000 € du traiteur étoilé au Michelin qu'elle avait engagé pour impressionner la mère de Nathaniel, Eleanor. C'est alors que Valérie s'est présentée à mon modeste appartement de 2 chambres à Seattle. « J'ai besoin d'un prêt », Harper avait-elle annoncé, ignorant complètement les salutations en posant son sac Birkin en faux crocodile sur mon îlot de cuisine. « Juste 50 000 €. Je te rembourserai dès que Nathaniel et moi aurons fusionné nos comptes. » Je l'ai dévisagé, une tasse de café noir à mi-chemin de mes lèvres. 50 000 €, Valérie. Pour une fête? Ce n'est pas une fête. C'est un début dans la société, lança-t-elle sèchement, ses ongles parfaitement manucurés tapotant frénétiquement contre le granit. Si Eleanor découvre que maman et papa sont fauchés, elle convaincra Nathaniel d'annuler. Je leur ai dit que nous venions d'une famille riche, Harper. De l'argent de l'ancienne industrie du bois du Nord-Ouest Pacifique. J'ai failli m'étouffer avec mon café. De l'argent de l'ancienne industrie du bois? Es-tu folle? C'est un mensonge sans conséquence, mais j'ai besoin de l'argent pour maintenir les apparences. Je sais que tu t'en sors bien avec tes petits boulots d'informatique en freelance. Fais juste un emprunt ou quelque chose comme ça. Ce que Valérie ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que mes petits boulots d'informatique en freelance avaient abouti à la création d'une entreprise de cybersécurité à 22 ans. 2 ans avant sa visite, j'avais vendu le logiciel de cryptage propriétaire que j'avais développé à un énorme conglomérat technologique mondial. Le paiement avait été complètement anonyme, structuré par un trust aveugle. J'étais, par toutes les définitions, indépendamment riche à un degré que Valérie ne pouvait même pas imaginer. Je ne conduisais pas de voiture de sport ni ne portais de diamants parce que je ne me souciais pas de ces choses. Ma richesse était ma liberté, pas mon identité. Mais j'aimais mes parents, et le stress des exigences de Valérie avait un effet visible sur la condition cardiaque de mon père. Il m'avait appelé la semaine précédente, la voix tremblante, demandant si nous devions réhypothéquer la maison pour aider Valérie. « Je ne te donne pas 50 000 €, lui dis-je fermement. Le visage de Valérie se tordit en un rictus laid et familier. « Tu as toujours été jalouse de moi, toujours. Tu es pathétique, Harper. » Cependant, l'interrompis-je, je paierai directement les fournisseurs. Je couvrirai le traiteur et les arrangements floraux, mais seulement si maman et papa ne dépensent pas un seul centime, et que tu les laisses tranquilles. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent,
une lueur de suspicion traversant son visage avant qu'un pur soulagement égoïste ne l'efface. Elle ne demanda pas comment j'avais l'argent. Elle s'en fichait. D'accord, mais il y a une condition. Tu me poses des conditions pour un cadeau de 50 000 €? La famille de Nathaniel pense que je suis une philanthrope, dit-elle, évitant soudainement mon regard. Je leur ai dit que je passe le plus clair de mon temps à m'occuper de ma jeune sœur troublée et financièrement instable. Je leur ai dit que tu es une artiste excentrique et en difficulté. Ça me donne l'air d'avoir les pieds sur terre. Charitable. Une incrédulité glaciale s'installa dans ma poitrine. Tu as dit à ton fiancé milliardaire que je suis ton cas social. Ça marche parfaitement, insista-t-elle, sa voix montant d'un ton. Ça explique pourquoi tu n'as pas de vraie carrière et pourquoi tu t'habilles si simplement. Quand tu viendras au mariage, tu n'auras qu'à jouer le rôle. Sois silencieuse, aie l'air reconnaissante, et laisse-moi briller. Considère ça comme les intérêts sur l'argent que tu me donnes. J'aurais dû la mettre dehors. J'aurais dû retirer mon offre et laisser son château de cartes s'effondrer. Mais la pensée de mon père subissant une crise cardiaque à cause d'une facture de traiteur m'a retenu. D'accord, dis-je doucement. Je jouerai la parente pauvre. Mais Valérie, tu joues à un jeu très dangereux avec des gens qui mangent les menteurs au petit déjeuner. Elle se contenta de rire. Un son aigu et cassant. Je vais épouser un membre d'une dynastie, Harper. J'ai déjà gagné. 3 mois plus tard, je sortis d'un VTC devant les breakers. Un immense manoir de l'âge d'or à Newport qui ressemblait plus à un palais européen qu'à un lieu de réception. La brise marine s'allait fouetter mes cheveux, portant le son lointain d'un quatuor à cordes. Dans ma valise se trouvait la robe que Valérie m'avait spécifiquement envoyée pour le dîner de répétition. C'était une robe nuisette terne, sans forme, d'un brun boueux, qui semblait avoir été sauvée d'un bac de solde en 2004. Elle y avait joint un post-it. Porte ça. N'essaie pas d'éclipser le cortège nuptial. Je t'aime. Lorsque je suis entré dans la grande salle de bal pour le dîner de répétition ce soir-là, le contraste était violemment délibéré. La pièce était une mer de costumes Armani sur mesure, de robes de soie chatoyantes et de diamants de famille qui captaient la lumière des immenses lustres en cristal. Valérie tenait salon au centre de la pièce, drapée dans une robe écarlate sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, ressemblant à une reine. Je suis resté sur les bords de la salle, serrant un verre d'eau pétillante, remplissant mon rôle de sœur excentrique et appauvrie. Ma mère, Béatatrice, m'a trouvé près des sculptures de glace. Elle avait l'air épuisée, son sourire crispé et tendu. Harper, ma chérie, merci de faire ça. Elle est juste. Elle est si nerveuse à l'idée de s'intégrer. Elle s'intègre parfaitement, maman, dis-je sèchement, en regardant Valérie rejeter la tête en arrière dans un rire exagéré à quelque chose que la mère de Nathaniel avait dit. En parlant d'Eleanor Reed, la formidable matriarche se dirigea vers moi quelques minutes plus tard, une force de la nature impeccablement vêtue. Elle tenait une flûte de champagne comme un sceptre. Vous devez être Harper, dit Eleanor, son regard balayant ma robe marron terne avec une précision clinique. C'était le genre de regard qui calculait votre valeur nette en une microseconde et la trouvait sévèrement insuffisante. Valérie nous a tant parlé de vous. Vraiment, souris-je poliment. Oui. Elle a mentionné vos difficultés. Comme c'est merveilleux que vous ayez une sœur prête à soutenir vos efforts artistiques. Bien que je doive admettre que je n'ai vu aucune de vos œuvres. Dans quel médium travaillez-vous? Je travaille principalement dans les cadres numériques, dis-je, ce qui était techniquement vrai pour une ingénieure en logiciel. Eleanor soupira, un son plein de pitié aristocratique. Eh bien, persévérez, ma chère. Nous avons tous nos petits passe-temps. Assurez-vous simplement de ne pas trop importuner Valérie une fois qu'elle et Nathaniel seront mariés. Ils auront un calendrier social très chargé. Avant que je puisse répondre, une voix profonde et résonnante nous interrompit. Mère, arrêtez de terroriser les invités. Je me retournai et me retrouvai face à face avec Nathaniel Reed. Il était imposant, mesurant bien plus d'1,80 m, avec des yeux sombres, vifs et intelligents qui semblaient tout absorber d'un coup. Il ne souriait pas, mais une nette curiosité émanait de lui. Je ne terrorise personne, Nathaniel. Je fais la conversation. Eleanor renifla, tourna les talons et s'éloigna pour tourmenter un serveur. Nathaniel baissa les yeux vers moi. Je m'excuse pour elle.
Elle considère toute personne en dehors de sa tranche d'imposition comme une expérience sociologique fascinante. Ce n'est rien, dis-je. J'ai l'habitude d'être étudié. Il me tendit la main. Nathaniel. Harper, le cas social. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. À ma grande surprise, Nathaniel laissa échapper un véritable rire grondant. Les mots de Valérie, pas les miens. Bien que je doive admettre que vous n'avez pas l'air d'une artiste affamée. Vous avez l'air bien trop observatrice. Observer est gratuit, notez-je. C'est vrai. Il s'appuya contre le pilier de marbre à côté de moi. Valérie me dit que vous vivez à Seattle. J'y étais justement pour rencontrer des dirigeants du secteur technologique. Le marché des acquisitions en cybersécurité est fascinant en ce moment. Une entreprise appelée Omnitrack vient de se vendre pour une somme à 9 chiffres à un acheteur fantôme. C'est le sujet de conversation de l'industrie. Mon cœur cogna brusquement contre mes côtes. Omnitrack était mon entreprise. Je gardais mon visage parfaitement neutre. Vraiment ? Je ne suis pas beaucoup le monde de la technologie, juste mes cadres numériques. Les yeux sombres de Nathaniel se fixèrent sur les miens, et pendant une seconde terrifiante, j'eus l'impression qu'il voyait à travers ma robe terne et directement dans mes comptes en banque. Il y avait une acuité dans son regard qui montrait très clairement comment il avait bâti son empire. Il n'était pas un homme qui manquait les détails. Bien sûr, murmura-t-il, son ton empreint de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Vos cadres. Notre conversation fut brusquement interrompue par l'apparition de Valérie à nos côtés, sa main manucurée se refermant sur mon bras avec la force d'un étau. Nathaniel, mon chéri, te voilà, roucoula-t-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Je vois que tu as trouvé ma petite sœur. J'espère qu'elle ne te casse pas les oreilles avec ses petits projets bizarres. Pas du tout, dit Nathaniel doucement, bien que ses yeux restassent sur moi. Nous faisions juste connaissance. Eh bien, viens. Le photographe veut des clichés de nous près de la terrasse. Valérie n'attendit pas sa réponse. Elle se plaça physiquement entre nous, utilisant son corps pour me cacher de sa vue. Alors que Nathaniel était entraîné, Valérie me lança un regard venimeux par-dessus son épaule. 5 minutes plus tard, elle me coinça dans le couloir devant les toilettes. La façade polie et douce avait complètement disparu. « Qu'est-ce que je t'ai dit » siffla-t-elle, me poussant contre le papier peint doublé de soie. « Tu restes en arrière-plan. Tu ne parles pas à Nathaniel. Tu ne parles pas à Eleanor. Tu restes là et tu as l'air pathétique. » C'est lui qui est venu me voir, Valérie, dis-je en retirant sa main de mon bras. Et peut-être que si tu n'inventais pas une vie complètement fictive pour moi, je n'aurais pas à naviguer dans un champ de mine de tes mensonges. Mes mensonges sont la seule raison pour laquelle tu te trouves dans une maison comme celle-ci, cracha-t-elle, pointant un doigt sur mon épaule. Tu es un accessoire, Harper. Comporte-toi comme tel. Demain, c'est le jour de mon mariage. Je vais devenir une ride. Si tu gâches ça pour moi, je jure devant Dieu que je te rayerai de cette famille pour toujours. Tu n'as pas le pouvoir de me rayer, dis-je tranquillement, ma patience s'effritant enfin. Et tu devrais vraiment arrêter de traiter les gens comme des tremplins, Valérie. Finalement, tu n'as plus de pierre, et tu te retrouves juste dans la boue. Elle ricana, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Profite de la boue, Harper. Moi, je déménage dans un manoir. Elle partit en trombe, me laissant seul dans le couloir. Je pris une profonde inspiration, lissant le tissu hideux et marron de ma robe. C'en était fini. J'allais assister à la cérémonie demain, la regarder prononcer ses vœux, puis je prendrais un avion pour Seattle, me lavant les mains d'elle pour toujours. Mais alors que je me tournais pour retourner dans la salle de bal, une ombre bougea près des lourdes portes en chêne de la bibliothèque à quelques mètres de là. Nathaniel sortit de l'alcôve. Le couloir était faiblement éclairé, mais l'expression sur son visage était claire. C'était un masque de calcul froid et terrifiant. Il avait entendu chaque mot. Il ne me dit rien. Il soutint simplement mon regard pendant une longue seconde suffocante, puis se tourna et s'éloigna silencieusement dans la direction opposée. Un frisson me parcourut l'échine. Demain ne serait pas juste un mariage. Ce serait une exécution. Le matin du mariage se leva avec un ciel d'un bleu éclatant et sans nuages que l'argent ne peut généralement pas acheter, bien que je soupçonne Valérie d'avoir essayé de soudoyer le météorologue.
J'ai été relégué dans une chambre d'amis secondaire d'Astor Hall, le vaste domaine de Newport que Valérie avait loué pour le week-end. Ma robe assignée pour la cérémonie était miraculeusement pire que la tenue du dîner de répétition. C'était une monstruosité informe et longue jusqu'au sol, d'une teinte lavande meurtrie, faite d'un taffetas rigide qui bruissait bruyamment à chaque pas. Valérie avait explicitement demandé au maquilleur de me faire un maquillage naturel, ce qui s'est traduit par la dissimulation de mes pommettes et l'application d'une couleur à lèvres pâle et maladive. Parfait, avait déclaré Valérie en m'inspectant, son propre visage rayonnant sous des couches de maquillage à l'aérographe magistralement appliquées. Tu as l'air complètement invisible. Fais-toi discrète dans les bancs, Harper. Mon père, Ricky, avait l'air physiquement malade. Il se tenait dans un coin de la suite nuptiale, serrant la veste de son smoking, le visage pâle. Valérie, ma chérie, les traiteurs demandent une carte de crédit pour les frais imprévus. Je pensais que tout était couvert. Valérie fit un geste dédaigneux de la main, sans quitter des yeux le miroir de sa coiffeuse. Mets-le simplement sur ta carte, papa. Ce ne sera pas grand-chose. Nathaniel et moi réglerons ça après la lune de miel aux Maldives. Papa, non, intervins-je en m'avançant. Le taffetas bruissa agressivement. Je m'occupe des frais imprévus. Valérie me lança un regard d'avertissement dans le miroir. Harper, reste à ta place. De toute façon, tu es à sec, n'est-ce pas? Elle se tourna vers notre père, un sourire écœurant de douceur plaqué sur son visage. Ne t'inquiète pas, papa. Une fois que je serai une ride, on s'occupera de toi et maman. Je serrai les lèvres, me souvenant du regard de Nathaniel dans le couloir faiblement éclairé la nuit précédente. J'avais passé une nuit blanche à me demander ce qu'il allait faire des informations qu'il avait entendues. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il confronte Valérie en privé, exige peut-être une révision du contrat de mariage, ou annule discrètement le mariage avant l'arrivée des invités. Mais les heures passaient, et le manoir se remplissait de 300 des personnalités les plus élitistes de la côte est, la machine du mariage continuait d'avancer. Nathaniel n'avait pas annulé. Les arrangements floraux, des milliers d'orchidées blanches importées que j'avais payées, étaient méticuleusement disposés autour de l'autel. Le quatuor à cordes commença à jouer. Quand il fut temps de prendre nos places, on me conduisit tout au fond de la section familiale, assise derrière une grand-tante de Nathaniel, qui portait un chapeau si grand qu'il obscurcissait la moitié de ma vision. Ma mère me serra la main, sa paume moite. La cérémonie commença. Les garçons d'honneur de Nathaniel défilèrent dans l'allée, suivis des demoiselles d'honneur en superbe soie argentée, puis la marche nuptiale retentit. Valérie apparut en haut de l'allée. Elle était indéniablement à couper le souffle. Sa robe était une cascade de dentelle importée et de cristaux Swarovski, captant le soleil de l'après-midi comme un prisme. Elle marchait d'un pas lent et mesuré, comme une reine montant sur son trône, les yeux rivés sur Nathaniel. Je déplaçai mon regard vers le marié. Nathaniel se tenait à l'autel dans un smoking noir sur mesure, mais son expression n'était pas celle d'un homme submergé par l'amour. Il ressemblait à un PDG entrant dans une salle de conseil hostile. Sa mâchoire était serrée, sa posture rigide, et ses yeux sombres étaient froids et impénétrables. Quand Valérie atteignit enfin l'autel, elle tendit son bouquet à sa demoiselle d'honneur et se tourna vers Nathaniel avec un sourire radieux et étudié. L'officiant, un vieux juge à la voix de stentor, commença la cérémonie. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de l'union de Nathaniel Reed et Valérie Grayson, proclama le juge, sa voix résonnant sur les pelouses manucurées. Pendant les 10 minutes suivantes, ce fut un flot de lectures poétiques et de platitudes traditionnelles. Valérie joua parfaitement la mariée rougissante et dévouée. J'étais assise au fond, le taffetas rêche de ma robe me piquant les côtes, sentant un gouffre d'anxiété grandir dans mon estomac. Nathaniel l'avait entendu me traiter d'accessoire. Il l'avait entendu admettre lui avoir menti. Pourquoi allait-il jusqu'au bout? Et maintenant, dit le juge, fermant son livre relié en cuir, si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était une formalité, une pause dramatique pour l'effet théâtral, une relique des temps anciens. Le quatuor à cordes s'assit, leurs archets prêts. La brise marine bruissa dans les orchidées. Je retins mon souffle. J'ai une raison. La voix était profonde, résonnante et entièrement calme. Un hoquet de surprise collectif ondula à travers les 300 invités. Ma mère laissa échapper un petit son étranglé. La grand-tante devant moi faillit laisser tomber son énorme chapeau.
Ce n'était pas une ex-amante mécontente ou un parent en colère qui avait parlé. C'était Nathaniel. Le silence qui suivit fut absolu, lourd et suffocant. Même les vagues de l'océan semblaient se taire. Le sourire étudié de Valérie se figea, puis se brisa. Elle laissa échapper un rire aigu et nerveux, tendant la main pour toucher sa poitrine. « Nathaniel, chéri, quelle terrible blague. Juge, veuillez continuer. » Nathaniel recula, esquivant facilement son contact. « Ce n'est pas une blague, Valérie. Je ne peux pas t'épouser. » Eleanor Reed se leva d'un bond du premier rang, le visage rouge d'indignation aristocratique. « Nathaniel, que fais-tu donc? Pense à l'embarras. » L'embarras, mère, serait de me lier légalement à une fraudeuse, dit Nathaniel, sa voix portant sans effort sur la foule stupéfaite. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. L'autorité tranquille dans son ton commandait une attention absolue. Une fraudeuse, murmura Valérie, son visage perdant toute couleur. Nathaniel, tu as la frousse. C'est normal. Nous pouvons en parler à l'intérieur. Je n'ai pas la frousse, l'interrompit-il, ses yeux la clouant sur place. J'ai de la clarté. Hier soir, je suis sorti de la bibliothèque pour prendre l'air, et j'ai surpris une conversation très éclairante entre toi et ta sœur dans le couloir. Valérie recula physiquement, ses yeux se dirigeant sauvagement vers moi au dernier rang, la panique éclatant dans son regard. Je t'ai entendu admettre que toute ta persona est une fabrication, continua Nathaniel, sa voix résonnant comme un marteau de juge frappant le bois. Je t'ai entendu traiter ta propre sœur d'accessoire, de cas social que tu as inventé pour te donner l'air philanthropique aux yeux de ma famille. Et je t'ai entendu avouer que tu m'as menti pour accéder à ma vie, au nom de ma famille et à mes comptes en banque. La foule éclata en murmures furieux et étouffés. Je vis mon père enfouir son visage dans ses mains, non pas par honte pour moi, mais par pur chagrin face à ce que sa fille aînée était devenue. Non, hurla Valérie, la façade élégante se désintégrant complètement. Elle m'a provoqué. Harper a toujours été jalouse de moi. Elle n'est rien, Nathaniel. C'est juste une perdante fauchée et pathétique qui vit dans un minuscule appartement. Elle n'a pas sa place dans notre monde. Tu as raison sur une chose, dit froidement Nathaniel. Elle n'a pas sa place dans ton monde de mensonges mesquins et de robes de location. Mais tu te trompes profondément, catastrophiquement, sur qui elle est. Nathaniel se détourna de Valérie, ignorant ses sanglots frénétiques, et regarda directement au-delà de la foule. Il me regarda droit dans les yeux. Quand Valérie m'a dit que sa sœur avait des difficultés, j'ai ressenti de la sympathie. Nathaniel s'adressa à la foule, bien que ses yeux ne me quittassent jamais. Mais quand j'ai parlé à Harper hier, elle a mentionné son travail dans les cadres numériques. Cela a attiré mon attention. Vous voyez, mon entreprise ne fait pas que de l'immobilier commercial. Nous gérons des acquisitions d'entreprises majeures. Et hier matin, mon entreprise a finalisé l'acquisition d'une société de cybersécurité appelée Omnitrack pour une somme qui fait paraître ma propre valeur nette modeste. Mon cœur s'arrêta. Omnitrack, continua Nathaniel, sa voix résonnant d'un respect absolu, a été fondée par un génie solitaire travaillant depuis Seattle, un développeur anonyme qui a signé les documents de vente finaux sous le nom de H. Grayson. Les murmures parmi les invités se transformèrent en une onde de choc. Eleanor Reed se retourna sur son siège, me fixant comme si je m'étais soudainement transformé en or massif. La grand-tante devant moi baissa lentement son chapeau. Valérie avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Quoi? Non, non, c'est impossible. Elle me supplie pour de l'argent. En fait, Valérie, la corrigea Nathaniel, j'ai demandé à mes comptables de tracer les paiements des fournisseurs ce matin. Les 50 000 € pour ton traiteur, les 50 000 € pour tes fleurs, rien de tout cela ne provenait de ton fonds en fiducie inexistant. Cela provenait d'une SARL gérée par le trust aveugle de Harper. Elle a payé pour le mariage même que tu as utilisé pour l'humilier. Des larmes de rage et d'humiliation absolue coulaient sur le visage méticuleusement maquillé de Valérie. Elle avait construit toute sa vie sur l'illusion de la supériorité, et Nathaniel venait de la démanteler devant les personnes les plus puissantes de la côte. Le mariage est annulé, déclara Nathaniel. Il se tourna vers la foule. Je m'excuse auprès de vous tous pour le désagrément. Veuillez profiter du traiteur. Je crois que le homard est excellent, et nous devons remercier mademoiselle Grayson pour cela. Il descendit de l'autel. Valérie tomba à genoux sur le tapis blanc immaculé, sanglotant dans ses mains,
ses cristaux Swarovski scintillant inutilement au soleil. Mais Nathaniel ne descendit pas l'allée pour partir. Au lieu de cela, il descendit les marches et commença à se frayer un chemin à travers les rangées d'invités stupéfaits. La foule s'écarta pour lui comme la mer Rouge. Il marcha jusqu'au dernier rang, s'arrêtant juste devant moi. Je suis resté assise là, figée dans ma hideuse robe en taffetas lavande, regardant le marié milliardaire qui venait de faire exploser son propre mariage pour démasquer ma sœur. J'ai réalisé autre chose ce matin, Harper, dit Nathaniel doucement. Sa voix n'était maintenant destinée qu'à moi, bien que le silence dans la cour fût si profond que je savais que d'autres pouvaient entendre. Ma division immobilière a négocié la vente d'Aster au cours des 3 derniers mois. L'acheteur était anonyme, opérant par le biais d'une société écran, mais après avoir assemblé les pièces du puzzle, mon équipe a confirmé l'origine des fonds. Il plongea la main dans la poche de son smoking et en sortit un lourd anneau en laiton antique tenant 3 grandes clés en fer forgé. Puis Nathaniel Reed, le PDG fier et intouchable, posa un genou à terre devant moi. Ce n'était pas un geste romantique. C'était un acte de respect profond et chevaleresque. Il me tendit les clés, ses yeux sombres brillant d'un mélange d'admiration et de quelque chose de dangereusement proche de la crainte. « Je crois que je me trouve sur votre propriété, mademoiselle Grayson, dit Nathaniel doucement. L'acte a été enregistré à 9 heures. Bienvenue dans votre nouvelle résidence d'été, et merci de m'avoir permis d'utiliser votre lieu pour sortir les poubelles. » Je fixai les lourdes clés en laiton dans sa paume. Lentement, mes doigts tremblants s'avancèrent et se refermèrent sur elle. Le métal était frais et solide contre ma peau. De rien, réussis-je à murmurer. Nathaniel se releva, me fit un bref et respectueux signe de tête, et se tourna vers la sortie. Il ne jeta pas un regard en arrière à Valérie, qui criait maintenant mon nom depuis l'hôtel, sa voix se brisant d'hystérie. Je me levai, le taffetas bruissant une dernière fois. Je regardai Eleanor Reed, qui me fixait avec un mélange comique d'horreur et de calcul désespéré. Je regardai mes parents, qui avaient les yeux écarquillés mais souriaient à travers leur choc. Je me dirigeai vers mon père, pris son bras, et offris mon autre bras à ma mère. « Venez, maman. »« Papa, dis-je, ma voix stable et assez forte pour que Valérie l'entende par-dessus ses propres sanglots. Allons à l'intérieur. Je crois que je veux vous montrer la nouvelle maison. » Nous nous sommes éloignés, laissant les ruines de l'empire de Valérie brûler sur la pelouse. Elle avait voulu que tout le monde sache que j'étais la parente pauvre. Au lieu de cela, ils ont tous regardé le marié s'en aller, et la parente pauvre héritée du royaume. Quelle fin satisfaisante à une trahison absolue. Parfois, la vérité refuse de rester enfouie, et le karma présente la facture finale.